Formidable. Où est-ce qu'on en est? Ça se passe bien? Voilà, on a changé les couleurs. On a bien déjeuné. Voilà, moi je vois ici, les gens doivent travailler plus dur. C'est tout ce que je vois sur ce dessin. Alors, on va passer maintenant à un autre domaine, un autre sujet. On va parler d'innovation. Et plus précisément de la façon dont on peut concevoir des produits qui façonnent les comportements. Et donc, on va vous présenter ça dans un instant. Et cette interview va se dérouler avec Richard Bordenave, notre collègue qui est le CEO de BVA Nudge dans la région Asie-Pacifique. Et oui, et il vient de déménager à Singapour. Donc, il nous rejoint depuis Singapour. À tout à l'heure. Hi everyone, I am delighted to open a new session at the Human Advantage Conference about a key topic, innovation, with another great speaker, Nir Eyal, that I am going to introduce before I hand over the floor to my friend, Richard Bordenave, who is the CEO of BVA Nudge Consulting in Asia Pacific, to continue our conversation. So, my intro about Nir. Nir Eyal writes, consults, and teach about the intersection of psychology, technology, and business. Nir previously taught as a lecturer in marketing at the Stanford Graduate School of Business and the Esso Plattner Institute of Design at Stanford. Nir co-founded and sold two tech companies since 2003 and was dubbed by the MIT Technology Review as the prophet of habit-forming technology. So expectations here are very high. In addition to blogging at nirandfar.com, I highly recommend you to really register and follow Nir there. Nir's writing has been featured in the New York Times, the Harvard Business Review, Times Magazine, and Psychology Today. And Nir is really very famous because of two books that he has released. First one is Hooked, How to Build Habit-Forming Products, and more recently, Indestructible, How to Control Your Attention and Choose Your Life. So, welcome, Nir. We are more than excited to have you at the Human Advantage Conference and to have this opportunity to talk with you about this key topic, how to build habit-forming products. Thank you. It's great to be here with you. Appreciate it. Thanks, Eric. Thanks, Nir. So, as you may know, Eric, that Nir was with us a couple of weeks ago at the Behavioral Science Network in Singapore, where he lives now, and he shared some fascinating insights on how to use habit loops for creating new products. So, to start with a short questions, could you tell us, Nir, why is it so difficult to actually create successful habit-forming products? Yeah, why is it difficult to create habit-forming products? Because changing human behavior is really tough. And I'm sure I don't need to tell this crowd that. Anyone who has tried to build products or services to change behavior, what's so maddening about this is that even when people want to change their behavior, even when they want to use your product, even when they tell you what they need in the product, anyone who's built product knows that it is really difficult. People will say they want one thing, they do something else. They're not able to tell you their underlying preferences versus their revealed behaviors. All kinds of difficulty when it comes to figuring out how people will actually behave in the field. It's a very tricky thing to do. So, fortunately, you've written a book called Hooked, and you've created the Hook model. And behind this model, there are a couple of components. Could you share with our audience, like, what builds a strong habit loop? Absolutely. So the hooked model is a design pattern that we see repeated time and time again in all sorts of habit-forming products. And just to make sure we're straight on definition, a habit is simply an impulse to do a behavior with little or no conscious thought. So if we want users to interact with our product or service
out of habit, to do it frequently enough so that the business model is sustained, we have to figure out how to get them to use the product with unprompted engagement rather than having to spend a lot of money on advertising or spammy messages. The whole idea is, how can we get people to come back to the product or service, not because they have to, but because they want to? And so what we see is embedded in all sorts of habit-forming products: online, offline, consumer web, enterprise, every conceivable industry that needs repeat engagement. We see the same 4 steps repeated again and again. Step number 1 involves a trigger. And there are 2 kinds of triggers. We have what's called external triggers, and these you'll be very familiar with. These are the pings, the dings, the rings, anything in our outside environment that tells us what to do next. That's the external trigger. We'll get back to the other type of trigger in just a minute. The next step of the hook model is the action phase. The action phase is defined as the simplest behavior the user can do to get a reward, okay? And so when it comes to the action phase, it's really about ease of use. It's really about decreasing friction. Anything we can do to minimize the distance between the recognition of the need and the satiation of the need, whatever we can do to reduce that friction, that's what we want to do in the action phase. The third step of the hook model is the variable reward phase, where the user's itch is scratched, where they get what they came for. And it turns out it's not just about rewarding the user, it's also about involving variable rewards. Variable rewards are about this concept of intermittent reinforcement, some kind of mystery, some kind of uncertainty around what the user might find the next time they engage with the product. Variable rewards come in 3 types. We have what's called rewards of the tribe, rewards of the hunt, and rewards of the self. And we see in all sorts of habit-forming products these variable rewards, whether it's a slot machine, right? The uncertainty of what you might win when you play a game of chance. Whether it's spectator sports, who's going to win the match, right? How's it going to play out? Whether it's the news, the first 3 letters of news, NEW, right? It's what's new, what's different, what we don't know. So we see this repeated time and time again. In every habit-forming product, you will find some element of this type of mystery, either a product that involves new amounts of variable rewards or that operates in a situation that is inherently variable, and we're giving the user greater agency and control over that variability. So that's the third step, variable rewards. The fourth and final step, and probably the most important of the 4 steps of the hook model, is what we call the investment phase. The investment phase is where the user puts a bit of work into the product, where they do something that improves the product with use. Because one of the central tenets of a habit-forming product is that, unlike things in the physical world, right, your clothing, your car, your couch, all of these things lose value. They depreciate with wear and tear. Habit-forming products should do the opposite. Habit-forming products should appreciate with use. They should get better and better the more we interact with them. So this can happen in a few different formats. It can be from data, right? The more data you give to a company, the better it becomes. If you think about a social networking platform or a personal finance software, the more data you put into the system, the better it should become at meeting your needs. Whether it's content, reputation, skill acquisition, anything that makes the product better and better the more we use it, that would be a form of investment. Anything that loads the next trigger and brings the user back again based on the work done into the product. Now, this brings us to where we started. That's why the hook model is a loop, where over time, through successive cycles through these hooks, this is where preferences are shaped, where tastes are formed, and how these habits take hold is ultimately when the product doesn't need an external trigger at all. The external trigger is almost like training wheels to get users down the hook model to begin with. But over time, the way we know that a habit is actually formed is when the user is triggering themselves in response to an internal trigger. So as opposed to an external trigger that's outside of the user, an internal trigger is a need that begins from within. And by and large, that internal trigger takes the form of a negative valence state, some type of uncomfortable emotion, whether that's loneliness, fatigue, uncertainty, stress, anxiety, some kind of uncomfortable emotional need that every time the user experiences, the response to that uncomfortable sensation is to habitually use that product and start sending them through the 4 steps of this hook model. Excellent. So one of the challenges we see with habits is to sustain them in time. So obviously the loop helps that, but are there some tricks or tips for having stronger habits, particularly when your own will is not necessarily there? And
for example, going to the gym, or there are a couple of things that you expect your new product to help for, and it's actually fighting every day against your own tendencies. Yeah, so it's funny you mentioned going to the gym, for example. There, I could give you many, many examples, but you just mentioned this gym example. So one example pops to mind. There's a wonderful app called Fitbod, and Fitbod I encountered a few weeks after I wrote an article on my blog called "Why Your Fitness App is Making You Fat." And it was basically a takedown of what I'd seen in the industry as these terrible apps that I think were actively harming people. The way most, calorie counters and fitness apps work, the vast majority of them do not work for the vast majority of people. So I kind of went on this tirade denouncing these very poorly designed apps that I think, really do hurt people. And then someone sent me this app called Fitbod, and I started playing with it. And I just saw an uncanny clue inside the app that there was something about it that was really special. And I looked at the support button, the button that tells you how to ask for help in the app, and there was an email address there of the app makers. I sent them an email and I said, "Hi, my name is Nir Eyal. Have you by chance read my book, Hooked? Because I really like your app and I think it displays a lot of what I teach." I got a response back within 30 seconds from the CEO and said, "Yes, we read your book and we designed it based on the Hook model." And Fitbod really did some amazing things. One, changing people's health behavior is one of the most difficult behaviors to change. It's a lot easier to get people to check a marketing dashboard or to go onto some SaaS software, or there's a lot of much, much easier behaviors. Changing people's health behaviors is right up there with smoking. It's a tough one, right, to get people to go to the gym. But Fitbod really nailed it. And here's how I think they did it. The internal trigger is not what most fitness apps are. Most fitness apps, and this happens with many, many companies, doesn't matter the industry. What I've seen time and time again, the most common mistake is that people try and chew off too much, right? When I ask them, what's the behavior you want to change? What is the habit? The habit needs to be a discrete behavior. I met with a financial services company a few weeks ago, and I asked them, what's your habit? We want to get people into the habit of living a healthier financial lifestyle. That's not a behavior. That's an aspiration. What Fitbod did, they didn't want to make this mistake. They figured out a very distinct internal trigger that only a particular type of customer has. They decided to go after the person who already goes to the gym, but once they get there, they don't know what to do. Right? This was me. I would go to the gym and I would look at all these muscle heads and I'd have no clue what I'm supposed to do. So what are my options? I could just, do some of this, some of that and get nowhere, which is what was happening to me for years. Or I could hire a personal trainer, which is very, very expensive. Well, Fitbod realized that there was a hole in the market, and they realized this by tackling this internal trigger of uncertainty. Okay, it's a very specific internal trigger. It's not, ooh, I want a healthier lifestyle. I aspire to get in shape. No, it's when you're in the gym and you're uncertain, the scratch to that itch, the solution to that problem is open the app. That's the action phase. Just open the app. You open the app and here are the variable rewards. What do I do in the gym? How much weight should I put on the machine I'm working on? How many reps am I capable of doing once I actually do it? Those are all the variable rewards. And the investment is simply entering in what you did. Okay. When you do that, when you said, oh, okay, I did this many bench press and I did this much lifting, whatever the exercise might be. Once you type that in, you are loading the next trigger and storing value, because next time you go to the gym, it's already populated with what you should do on your next exercise. So if you did shoulders on one exercise, it says don't do shoulders again. Now this time do legs. And here's the exact exercises based on your gym and the available equipment you have, no matter where you are, of how many sets, how many reps, how much weight. So talk about a long-term habit. I've been using this product for years. I can't stop. Because for me, I can't do a workout without putting it into Fitbod, and I wouldn't even know what to do because Fitbod always tells me. So I've developed this long-term habit since I discovered this app, and I love it. It's done so much. I'm in the best shape of my life at 45 years old. I can't believe how well it's worked. And I'm not an investor. I have no vested financial interest in the company. No, but you probably have a reward. What was the best reward you got from them? The best reward? What do you mean, from using the app? From the app. Does it deliver like any points or something that's encouraging you on top? No. So this is really important. So a lot of times you see, people think of rewards as gamification, and it's not. Now, I'm not anti-gamification, but tends to be
gamification is done improperly. It's done incorrectly. And here's when it's done incorrectly. Gamification, points, badges, leaderboards. Gamification tends to be what we call serving chocolate-covered broccoli. Serving chocolate-covered broccoli is when we have a behavior we want people to do, but they don't naturally want to do it, right? Broccoli doesn't taste so delicious. Chocolate's much more delicious. Well, then let's take chocolate and we'll put it on top of broccoli, right? Here, isn't it going to be delicious? No, chocolate-covered broccoli is gross. So that's what tends to happen when we gamify things that shouldn't be gamified. What should be gamified? We should gamify things when the internal trigger is boredom. When I'm bored, the right variable reward for that is entertainment, right? I need to be entertained. So gamification is wonderful. But what if I'm not bored? I'm uncertain. Well, then I don't need your stupid points and badges, right? I need to solve this problem of uncertainty. If I'm lonely, connect me with someone, right? That's why it's so important, first and foremost, to understand what internal trigger you're building for and then connect it with the variable reward. Excellent. Thank you so much. So maybe we can move to Asia. I think you've seen there's a lot of super apps who are competing, be it in rail hiding or banks or a couple of others where the apps tend to copy each other with the same features and customers switching from one to the other because they get the same, roughly the same service, but they chase the best price or promotion. So can you perhaps illustrate how a product manager could use your habit loop models to prevent churn? Yeah, so habits are one of many competitive advantages. It's not the only one, all right? You can have economies of scale. You can have brand. You can have intellectual property. You can have all kinds of competitive advantage. But it's incredibly important to have some kind of competitive advantage, what we call a moat around your business. Why is that so important? Because if you do not have a competitive advantage, if you do not have some kind of sustainable long-term moat, you're going to be fighting on price and features all day long. Right? You're just going to compete on price and features. And we know what that does. That gives you, very small margins over the long term. So you have to have some kind of competitive advantage. So by forming a habit, that's a huge competitive advantage. And if you need proof, take a look at Google. There's been studies done where we give people the search results of Google versus the number 2 search engine, Bing. And we have them look at these 2 search engine results, but we strip out the branding. So people can't see which one is Google and which one is Bing. And did you know it's a 50-50 preference split? People essentially can't tell a difference between the two. And yet Google owns 90-something% of the search engine market? Why? Google's not better, okay? No matter what the geniuses in Mountain View tell us, people can't tell the two apart. So why do we keep using it? It's because it's a habit. And that's what's so amazing about building a customer habit, is that when you have a customer habit, they don't even consider the competition. When was the last time you said, ooh, I need to search for something. Who has the best search engine? Let me go compare. No, we Google it with little or no conscious thought. It's become a verb. And so that's the amazing power of building a habit, is that you essentially capture the monopoly of the mind. Great. So, well, another challenge we've heard recently a lot more after the COVID, there's a lot of digital transformation where brands have tried to get their customers to go online and do themselves a couple of things. And the challenge is now that the brick and mortar is becoming the competition. So how do we prevent customers to go back to the old habits of going to in-person meetings where they don't necessarily need that? I mean, and banks are struggling to get their do-it-yourself or self-help services being used by customers. So how do you break one old habit to move into a new one in a different space? It's a terrific question, and this is very important, because if you are the beneficiary of a habit, it's wonderful, right? If you're lucky enough to be one of these companies that has a solid habit, you're sitting pretty. It's wonderful. You can't rest on your laurels, right? You have to constantly make sure your hook doesn't break, and I can tell you about some examples where hooks do break. But what if you're the incumbent? Right? Or sorry, what if you're the challenger? You're not the incumbent. What if you're the startup that's trying to capture the competition's customer habit? Well, there are 4 ways to capture the competition's customer habit. The first way is greater velocity through the hook. If you can send people through your hook faster than the competition, that's one way to capture the competition's habit. So what does that look like? If you think about how Netflix killed Blockbuster,
right? Think about back in the day. Remember like a few decades ago when Netflix wasn't streaming, they sent you these discs. You remember that? The red discs that they would send you in the mail? Well, compare that to what was the alternative, the existing habit. The existing habit was, okay, I get home from work. The internal trigger is I'm tired. I've had a long day. I just want to relax. Okay. Well, now I have to find my keys. I got to get in my car. I got to go to the Blockbuster. I got to see what movies they have. I got to pick a movie. I got to see, do I have my membership card, pay for the movie, drive back home, put it in the DVD player, and hopefully the movie will play. Think about that compared to what happens when I come home from work and there's this beautiful red packet sitting on my kitchen counter. And all I got to do is pick it up and put it in the DVD. It doesn't even matter if it's exactly what I want to see that day. It doesn't actually matter that much. The point is it was just so easy. I could get through the 4 steps of the hook way faster with Netflix versus Blockbuster. So even way before it was streaming, Netflix was going to, Blockbuster was in big trouble because of how easy it was to pass through the 4 steps of their hook. Now, that's one method. So faster velocity through the hook. So the second way to capture the competition's customer habit is greater velocity through, sorry, let me do that again. So the second way to capture the competition's customer habit is greater frequency of use. So the first way is greater velocity, right? Sending the users through the hook faster. The second way is if you can get them to engage more frequently throughout their day. So if you look back at why did Mark Zuckerberg buy Instagram? Right? And he bought it for $1 billion. And at the time, everybody thought that was ridiculous. $1 billion for this stupid photo app. Oh my God. I was in the Valley when this happened. Everybody thought it was a bad idea. Everybody thought it was a big waste of money. But Zuckerberg knew what he was doing. You know, today, if Instagram was separated from Meta, it wouldn't be worth $1 billion. It'd be something close to $35 billion. I think it's actually worth much more than that, but that was the latest Wall Street estimate. So it was a deal of the century, right? He had an amazingly good deal there, and he had some real foresight because what he understood was that Facebook was built mobile first, right? Facebook was built around, 2006 or so. This was before the iPhone even existed. And when he designed it in his dorm room, it was built for a laptop, right? A desktop setting. Instagram was mobile first. And he realized that that was the key habit. It was the scrolling of the feed. So what Instagram did, and what was a competitive threat to Facebook, was that people could engage more frequently throughout the day on their phones than on their desktop. So he had to buy Instagram because he knew that his habit was threatened. So number 1 is velocity. Number 2 is frequency. Number 3 is to make the reward more rewarding. And this is very rare. This is really hard to do. We know that it takes a product has to be not just better, can't be incrementally better than the existing habit. It has to be 9 times better to break the inertia of a habit. And so it's very rare, but every once in a while we'll see a product that's just so revolutionary, that's so different that it threatens the current habit. The fourth way is to make it easier to get into the hook in the first place. So if you can find some way to get users into your hook, for example, if you think about how Microsoft Office used to be the most widely used enterprise software in the world. Today it is not. Today it is Google Docs. Well, what was Google Docs' big innovation? The big innovation was that it was hosted in the cloud for free. That was brand new. Remember, we used to have to go buy these disks, pay for them, right? Put them in our computers. And that was a lot of friction in between the habit and the user. And so what Google did, even though it had just a fraction of the features that Microsoft Office had, if you were a startup founder and you just needed a spreadsheet, or you're a student and you just need a word processor, well, you could start using it immediately without money and without any software. Right? That was a big innovation. So Google Docs today is the most widely used enterprise software because getting into the hook was so much easier than the existing incumbent. So those are the 4 ways: greater velocity, greater frequency, make the reward more rewarding, or make it easier to enter the hook. Thank you very much. So just to touch on another topic that you actually had in your first book, a section about ethics of persuasive design. And your second bestseller is actually focusing on helping individuals to become indestructible. So it seems there is a struggle for product manager to balance this desire to create compelling new products and also the need to protect users' well-being. So how do you think they can strike this balance ethically? Like, how do they do that without compromising with their own goals?
Yeah, so this is super important. So important that it's always been part of my work. And in the very first edition of Hooked, there was, still is a whole section called The Morality of Manipulation. And I think a good lens to think about this is to differentiate between the two kinds of manipulation, right? We always think of manipulation as a bad thing. It's not necessarily a bad thing. It's either good and bad. Here's the example. How can manipulation be good? If you go to a movie theater, you know that those actors are paid to fake it, right? We want them to manipulate our feelings. In fact, those flickers of light is a big illusion that makes us think that there's actually something going on the screen. It's just an illusion. We want to be manipulated. We will pay for the privilege to be manipulated in certain situations. The difference is that there's two kinds of manipulation. There's what's called persuasion, and the opposite of persuasion is what's called coercion. Okay. And these are at opposite ends of the ethical spectrum. Persuasion, we should do much more of. What is persuasion? Persuasion is helping people do things that they themselves want to do, but for lack of good product design, don't do. Right? So if we can help persuade people to exercise, to eat right, to be more productive at work, to spend more time with their kids, to accomplish any of the goals that they themselves desire to accomplish, that's great. We should persuade them more. We should manipulate them more in this way to help them accomplish the goals that they have for themselves. What we should not do is to coerce people. Unlike persuasion, which is about helping people do things that they themselves want to do, coercion is getting people to do things they did not want to do, things that they will later regret. And that is not only unethical, it's bad for business. If you coerce someone into doing something, not only will they not do business with you ever again, but they're going to tell all their friends on social media also not to do business with you. So I think that's a pretty good test. There's some others as well. We can go into them in further depth if we have time around how we should think about it as individuals, how we should think about it as companies, and then how we should think about it as a society and a government. There are different frames, but I think that's a useful model to think through. I think we have still two questions, so I'll move to the next one to save some time. And so one last question from me before I pass the baton to Eric is, anyone can know AI is going to change everything. But if we think about the habit loops, what do you think are the next consequences in the habit model that will be driven by AI? Yeah, so I want to say real quick, it's a little bit off topic, but I hate the nomenclature artificial intelligence. I think it gives it way too much weight. I think because people equate intelligence with consciousness, it is not. It is not. I think it's much less sexy and much more accurate to call it machine learning. Right? An LLM, ChatGPT, it's machine learning. It's not really intelligent, not in the way that people think consciousness and taking over the world and robots. But that's neither here nor there. I'm just trying to spread that message that we should be a lot less fearful about this technology. And I think if we called it by a different name, people would be a lot less scared of it. How does this all change the future of product development and behavioral design? We are going to see a real inflection point here, I think, coming up when it comes to the investment phase of the hook. What do I mean by that? That if the investment phase is all about helping the user store value in the product, helping the product become more and more valuable for the user over time, anytime that we can personalize, that we can customize, that we can improve the product for a market size of one for each and every user, that's going to make the product more and more valuable with use. So that is now going to be possible on a massive scale, that we can start customizing user experiences because of these large language models, because of machine learning. We are going to be able to customize it. And I think companies that don't do it are going to be left in the dust. People are going to start expecting products to be customized. And so that's where we're going to see a real revolution when it comes to habit formation, is that these products are going to start remembering your preferences, your tastes, your goals, your ambitions, and they're going to help you achieve these goals by helping create the product that persuades you along the path you want to take so that you ultimately accomplish your goals. And that's going to provide a level of customization and personalization that we've never seen before. Thank you, Nir. I think it's time for Eric now for the last question. We are at the end of our conversation. Unfortunately, I think it was really very insightful, but I would like to ask you a final important question for our audience. We have quite a lot of product manager, brand manager, chief innovation officer, registered
in this specific session to hear from you. What are your final tips and also maybe pitfalls to avoid that you could share to help them to be successful at creating a habit-forming product? I think that the best and most important thing you can do is to understand your consumer needs, not on a functional level, but on a psychological level. I think far too many companies, especially the ones that are kind of led by technical people, they tell me, when I say, what's the user need here? They tell me all the functional needs, right? Our user needs to do that. And that's why we have this amazing technology and this whiz-bang feature. But when I say, yes, but what's the psychological need? What's the emotion? They haven't a clue. So if you and your team can't tell me what is that feeling that your product is addressing, you're flying blind, right? Because remember, we only use every product or service for one reason. There's only one reason we use every product or service. And that one reason is to modulate our mood, to feel something different. We want to be taken out of one state to a different emotional state. But I think far too many companies, they just think about the bells and whistles, the features, the price, as opposed to asking themselves, really, what's at the core here? What's the psychology behind why the product would use why the user would use the product in the first place? And so if we can get our teams to not only understand how important that is, but start using this vocabulary, that's actually the best thing my book can do for a company, is help get everybody on the same page when it comes to, what do we mean when we say triggers? What does it mean when we say is the action easy? What does it mean when we say variable rewards? What is the investment phase? Having that common vocabulary takes a lot of these concepts that people have heard about and puts it into a framework that we can put up on the whiteboard and put to good use. Thanks a lot. That's wonderful. Maybe, Nir, you could share with our audience where they could know more about your work or follow you. Thank you. I appreciate it. Yeah. So my website is called nirandfar.com. Nir is spelled like my first name, N-I-R, and far.com. And my two books, Hooked, How to Build Habit-Forming Products, and my second book, which is about how to break bad habits. We didn't talk about it too much today, but everybody's struggling with distraction these days. So if you want to become indistractable, how to break those bad habits, that book is available as well. And thank you so much. This was a pleasure being here. Thank you. Bien, nous avons les invités de la table ronde suivante qui sont là. Nous avons eu plus de 1957 personnes connectées aujourd'hui. Certains ont pu échanger de Bombay, Milan, les États-Unis, Minneapolis, d'où je suis. Ravi de voir que vous êtes nombreux et nombreuses en ligne. Beaucoup de questions par le chat également. Mais nous allons entamer la table ronde suivante. Nous allons parler innovation. Encore une fois, nous avons de très prestigieux intervenants. D'abord, Judith Ruquerolles. Judith est responsable du Consumer Evaluation pour le Make-up et Color Science chez L'Oréal, Laurence Picard, qui est responsable comportement chez Danone Research et Innovation. Bonjour. Et Alex Peters, qui est Global Purpose Director Lead chez Reckitt. Bienvenue à vous trois. Cette table ronde sera modérée par Clément d'Argent. Cette table ronde va durer 30 minutes. Nous aurons ensuite une dizaine de minutes pour le question-réponse. Voilà, bonjour Alex. Bonjour. Merci Eric pour cette introduction. Je suis ravi d'être ici pour cette table ronde. Nous allons donc parler innovation, mais nous allons parler plus que d'innovation durable. Pourquoi l'innovation est difficile? Et on sait que l'innovation durable est encore plus difficile pour des raisons que nous allons évoquer avec nos invités. Judith, nous allons démarrer avec vous. Vous travaillez chez L'Oréal, vous travaillez donc dans le domaine de la cosmétique. On sait que le changement d'habitude dans l'industrie de la cosmétique, c'est difficile. Comment identifiez-vous les barrières? Que faites-vous pour changer les gens alors que changer, c'est difficile? Même si les gens prétendent vouloir changer, ils ne sont pas toujours prêts à le faire.
Alors, je ne vais pas être très original pour démarrer, mais très sincèrement, dans la vie, tout changement, c'est difficile. Parce que tout changement appelle un effort. Un changement n'est pas fait de manière naturelle. Et je pense que dans le domaine de la beauté et du soin personnel, c'est encore plus complexe de mener cet effort personnel. Lorsque vous vous douchez, par exemple, lorsque vous vous rasez, par exemple, ou lorsque vous vous maquillez, Laurence, eh bien, c'est un moment pour vous. C'est un moment de déconnexion que vous vous accordez. Et adopter un comportement écologique, c'est nécessaire aujourd'hui, mais il y a une responsabilité, un devoir de responsabilité sociale aujourd'hui pour chaque individu, et cela n'est pas forcément compatible avec cette notion de déconnexion. Porter ce poids d'une obligation alors que l'on souhaite déconnecter, c'est difficile. C'est vrai, merci. Je vais parler dans le micro. Nous avons relativement rapidement identifié cette difficulté en comparant, par exemple, les ventes de cosmétiques solides et les éco-recharges avec les questions portant sur les attitudes. On a très rapidement constaté qu'il y avait des écarts très importants entre la pratique et ce que les gens disaient. Lorsque vous posez la question aux consommateurs, leurs critères d'achat pour un produit cosmétique, un produit de beauté, lorsque vous leur posez des questions sur l'éco-conception ou sur le recyclage, eh bien, vous trouvez que ce n'est pas une priorité. Les ingrédients, le parfum, la texture d'une mousse, par exemple, ou pour un gel douche, ce sont des éléments qui sont beaucoup plus importants. Nous sommes tous acheteurs, consommateurs de produits de beauté. Lorsque nous sommes dans un magasin et que vous devez choisir entre un shampoo extrêmement classique, comme celui-ci, dans un flacon, et passer à ça, là, il s'agit d'un shampoing solide, eh bien voilà, ce n'est pas simple. Soyons honnêtes. Ce n'est pas simple parce que lorsque vous achetez un shampoing, votre choix va porter notamment sur le parfum. Lorsque vous ouvrez un flacon comme celui-ci, ça sent bon. Alors, il y a un tout petit trou dans cette petite boîte. C'est un tout petit trou, hein, vraiment tout petit, comme vous le voyez, et pas forcément intuitif pour que le consommateur puisse aller sentir le produit. Donc, ce n'est pas simple. C'est difficile de se projeter, utiliser un produit comme celui-ci sur des cheveux très longs. Alors moi, ça va, je n'ai pas des cheveux très longs, mais ma fille a des cheveux très longs, et la plupart des jeunes filles aujourd'hui n'ont pas des cheveux très très longs. Ou ont les cheveux très très longs, pardonnez-moi. Ensuite, comment, où stocker, ou ranger une boîte comme celle-ci? Encore une fois, ce n'est pas forcément simple. Et puis, pour terminer, il n'est pas forcément simple non plus d'utiliser cette petite surface de boîte, de la taille de la boîte, pour donner toutes les informations pertinentes dont ont besoin les consommateurs sur comment l'utiliser, où le ranger, etc., etc. Donc, lorsque vous vous retrouvez avec beaucoup de questions, de nombreuses interrogations, et vous avez beaucoup d'incertitudes puisque on ne répond pas aux questions. Donc, résultat, c'est on achète ceci. Voilà, on finit par acheter le produit classique. Bien. Alors, comment faites-vous pour changer ces habitudes? Que faites-vous pour essayer de conduire ce changement? Nous avons en fait besoin de la grande distribution
qui peut nous aider à placer les produits différemment sur les étagères, par exemple, sur les linéaires. Clairement, on a besoin de vecteurs de communication différents et la seule façon d'y arriver, c'est de travailler main dans la main avec la grande distribution en créant le bon merchandising sur les points de vente afin d'accompagner le consommateur pour passer d'un produit classique à quelque chose de plus innovant. C'est ça, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il faut recréer une chaîne de valeur. Laurence, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous êtes chez Danone, est-ce que c'est la même chose dans l'alimentaire? Absolument, c'est exactement la même chose. Dans le domaine de la beauté et de la cosmétique, il y a beaucoup de plaisir, et dans l'alimentation, c'est un peu la même chose. C'est le goût qui prime, évidemment, et la praticité, c'est un des éléments absolument essentiels. Donc les gens le savent très bien et sont prêts à faire des compromis, mais bon, tout est dans le compromis. C'est un choix, ce sont des choix ou des mécanismes complexes pour le consommateur. On sait que seulement entre 10 et 20 personnes font ce qu'elles disent. Lorsqu'il s'agit d'acheter un produit plus durable, eh bien, il y a le frein du prix, du goût et de la praticité. Alors, que faites-vous justement pour réduire ce gap, pour essayer de surmonter ces freins? Je crois que c'est là que les sciences comportementales sont essentielles. Le contact est très important. Lorsque vous concevez des produits durables, on va parler beaucoup de design, de la conception, parce que les éléments à prendre en compte sont à prendre en compte très, très en amont dans le processus de conception d'un produit. Et c'est tellement en amont qu'en fait, nous nous inspirons des comportements clients. Donc, nous analysons comment les clients se comportent lorsqu'ils achètent, lorsqu'ils le ramènent chez eux, lorsqu'ils l'utilisent, lorsqu'ils le rangent, lorsqu'ils le mettent dans une armoire, lorsque le produit est vide, comment il est jeté, etc. Donc, il est important d'observer les utilisateurs lors de toutes ces étapes. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à changer des habitudes. Alors, il y a des points ce qu'on appelle les pain points, ces frictions. Donc, tous ces points de friction, il faut les identifier, et il faut essayer de les comprendre, et puis ensuite analyser ce que vous pouvez faire pour essayer de modifier les comportements. Donc, c'est beaucoup d'observations. Et c'est vrai que les gens, très souvent, vont vous dire « Ah oui, oui, moi, je vais changer ». Et puis, lorsqu'ils sont face au mur, eh bien, ils se rendent compte qu'en fait, il y a plein d'éléments qui les empêchent d'adopter ce changement. Donc, c'est poser des questions et c'est aussi observer. Pourquoi vous dites poser des questions? Parce que vous ne posez pas de questions? Si, on pose des questions. On pose des questions, on a besoin de comprendre quelles sont les motivations. Il est important, outre les questions, d'observer. On travaille sur des yaourts végétaux, par exemple. On sait que le perçu, la perception des gens, c'est très important. La perception de la texture, du goût. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, oui, très bien, les produits végétaux, c'est bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Mais au bout du compte, si le produit n'a pas bon goût, ou s'il n'a pas suffisamment bon goût, ou que la texture ne convient pas, eh bien, votre produit, malheureusement, ne fonctionnera pas. Donc, il faut comprendre sur quel produit vous pouvez avancer. Vous devez comprendre avec quel produit un consommateur ou les consommateurs vont mélanger tel ou tel produit, des céréales avec des fruits, par exemple, et ensuite vous trouvez des déclencheurs, des triggers qui peut permettre aux gens d'adopter de nouvelles habitudes ou de nouveaux goûts. Alors, vous parlez des déclencheurs. Alex,
Vous avez travaillé avec, sur le sujet des produits durables, notamment l'eau. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? Alors, l'innovation est essentielle pour nous et permet de créer de nouveaux comportements. Je viens de m'inscrire à Fitbod pour faire un peu plus d'activité physique. Donc, j'espère que ça va me faire du bien, mais j'ai fait un vrai travail pour en arriver là. Et nous changeons nos habitudes pour des raisons qui nous sont très personnelles. Et ça, c'est un peu le point de départ. Il faut vraiment comprendre d'abord quels sont les comportements actuels, ce que l'on observe dans le monde réel, et ensuite traduire ça. Et donc, l'observation est absolument essentielle. Et les questions, en posant les questions, vous commencez déjà à initier le changement. Je peux vous donner un exemple pour économiser de l'eau dans le contexte de la vaisselle. Pour Reckitt, c'est évidemment essentiel. Nous avons beaucoup de gens à la maison utilisent des lave-vaisselle. Donc nous avons de la recherche qui montre que lorsque vous avez la vaisselle permet d'économiser beaucoup d'eau par rapport à la vaisselle manuelle. Mais ce que l'on voit en vrai, c'est que même les gens qui ont un lave-vaisselle continuent très souvent à faire la vaisselle à la main. En partie à la main et en partie dans le lave-vaisselle. Et nous avons pu observer ces comportements et nous avons essayé de voir comment cela pouvait être changé. Donc, on a essayé de mesurer concrètement combien d'eau cela représente. Alors, on a utilisé plusieurs techniques. D'abord, en branchant un outil sur le robinet qui permet de mesurer la quantité d'eau. Et là, vous avez des chiffres. Vous savez concrètement combien d'eau est utilisée pour laver les assiettes. Vous allez me dire, c'est des petites choses, hein, et l'impact ne va pas être si important que cela. Eh bien, en fait, on parle de jusqu'à 40 litres d'eau utilisée à chaque fois. Vous multipliez ça par le nombre de vaisselles manuelles que vous faites, c'est énorme. C'est des quantités d'eau énormes. Donc là, on a le comportement. Alors ensuite, on est allé plus loin. L'idée, une fois qu'on sait combien d'eau est ainsi gaspillée, comment changer le comportement? Vous pouvez poser les bonnes questions puisque vous avez des données extrêmement concrètes. Vous avez observé des choses, il faut ensuite essayer de comprendre les comportements, les barrières, pardon. Une barrière, c'est le produit ne marche pas suffisamment bien, donc je suis obligé de faire un pré-lavage. Ou certaines assiettes, une partie de la vaisselle, je la fais à la main. Bon, à nous de les rassurer que le produit fera aussi bien le job qu'à la main. Et là, vous pouvez commencer à changer les comportements. On demande également, est-ce que on explique au consommateur qu'il pourrait faire moins de travail dans sa cuisine pour arriver au même résultat. Voilà. Ensuite, il faut montrer que ça marche. Avoir de la théorie sur papier, c'est très bien. Mais bon, on a utilisé un certain nombre de mécanismes pour que les gens n'oublient pas sur les emballages, par exemple, pour essayer de les encourager à sauter cette étape de pré-rinçage ou de lavage manuel. Et là aussi, on le mesure en demandant aux gens de nous envoyer leur note d'eau, leur facture d'eau. Donc là, encore une fois, c'est basé sur du concret. Ça permet de montrer que grâce aux produits et aux messages qui sont communiqués avec le produit, vous arrivez à changer. Donc, ce n'est pas simplement un retour sur investissement pour le consommateur, ce n'est pas simplement des économies d'eau. C'est OK parce que c'est un coût et puis c'est important pour nous puisque c'est directement lié aux produits. Donc, pour nous, ça nous permet d'améliorer nos objectifs commerciaux. Voilà. Donc, au final, c'est un win-win, c'est gagnant-gagnant pour le consommateur et pour nous. Et le troisième gagnant, c'est la planète. Et évidemment, tout cela repose sur l'innovation. Alex, question. Vous avez identifié des barrières. Vous avez identifié comment changer les comportements. Comment est-ce que vous communiquez ça sur une très grande échelle? Est-ce que c'est la pub, la com, sur les conditionnements, les emballages? Absolument.
En Turquie, par exemple, nous avons communiqué par le biais de la pub à la télévision. Nous avons également initié des partenariats avec des organismes comme National Geographic sur les sujets de l'eau. Par exemple, nous avons également un partenariat avec la bourse. L'eau étant cotée en bourse et on lui affecte ainsi un prix, une valeur. Donc l'eau, ce n'est pas simplement un truc qui sort du robinet lorsque vous l'ouvrez, c'est quelque chose qui a une valeur. Et là, cette perception, une fois qu'elle est acquise, permet aux gens de raisonner différemment et évidemment, ça nous ouvre des portes. Bien, je reviens à vous, mesdames. On a parlé innovation. On sait qu'innovation, parfois, signifie changement. On a vu à l'instant que l'innovation signifie parfois ou repose au préalable que vous ayez un lien fort avec le consommateur. Donc, je pense que quelque part, cela nous oblige, nous, entreprises, à changer notre façon de réfléchir. Judith, vous avez évoqué les échanges que vous avez eus avec la grande distribution. Vous nous avez parlé de réunions que vous avez eues avec vos parties prenantes habituelles, le marketing, etc., mais également la grande distribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulaient ces réunions? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes convaincus que pour changer les usages et les habitudes d'achat, nous devons complètement revoir comment nos produits sont conçus. Mais en parallèle, nous devons également complètement repenser comment les produits sont mis en avant sur les linéaires dans les grandes surfaces. Ça nous a semblé absolument primordial et nous avons décidé de travailler de manière collégiale avec la grande distribution pour essayer d'identifier comment nous pouvions optimiser la mise en avant des produits sur les linéaires et d'avoir les bons réflexes afin de permettre aux consommateurs plutôt d'avoir le bon réflexe et de switcher à des produits éco-conçus. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, du shampoing. Dans la grande consommation, le produit doit se suffire à lui-même. Dans un supermarché, vous n'avez pas de conseillère beauté, vous êtes seul face au linéaire, vous avez un produit qui est là, sans rien, et vous devez donc, grâce à l'information que vous communique le produit, décider pour vous-même si vous souhaitez l'acheter. Donc, il est absolument nécessaire de travailler avec la grande distribution, c'est ce que nous avons fait. Nous les avons donc invités à un certain nombre d'ateliers, de réunions de travail. Un certain nombre de grands distributeurs français, leur responsable merchandising, leur responsable produits beauté, ainsi que le responsable RSE, pour essayer de concevoir ensemble les bons produits. Et ensuite, d'être certains qu'eux avaient les outils dont nous avons besoin pour mettre en avant correctement ces produits. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le petit trou dans la boîte. Donc, en fait, on peut le disposer différemment. Lorsque le produit est sur un linéaire, c'est peut-être plus intuitif de voir le trou si vous le disposez différemment. Donc, cette expérience avec la grande distribution, en tant que partie prenante autour de la table lors de nos réunions, a vraiment changé la donne. Ça a été quelque chose de très intéressant, ça a été quelque chose de très opérationnel, très concret. Je pense qu'on peut parler d'une vraie collaboration en toute transparence, puisque nous avons pu partager nos idées, et donc travailler sur ce sujet de l'innovation. Oui, effectivement, c'est un exemple extrêmement concret et c'est une façon aussi, j'imagine, de renforcer les liens entre vous. Tout à fait, tout à fait. Alex,
il a fallu pour vous du temps avant d'adopter ces nouvelles façons de travailler. Oui, tout à fait. On a commencé à étudier les techniques de sciences comportementales. Vous connaissez peut-être l'effet IKEA, ce que vous faites, les choses que vous créez vous-même ont plus de valeur. Donc on ne dit pas simplement aux gens ce qu'ils doivent faire, mais on leur dit, on essaye de co-construire pour essayer d'induire des changements de comportement. Donc, la co-construction joue un rôle très important et cela renforce la fierté, le sentiment de fierté. Et quelque part, ça crée de l'enthousiasme chez toutes les parties prenantes. Nous avons eu de la chance, par ailleurs, puisque notre direction a également a supporté de manière extrêmement positive cette envie de travailler dans le domaine des sciences comportementales. Nous avons organisé des événements, et il y en a beaucoup, comme l'événement d'aujourd'hui, où on évoque le sujet, et en parlant, on crée un mouvement social, on initie un mouvement où vous êtes reconnu par vos pairs pour ce que vous avez fait. Vous avez une couverture médiatique, en fait, et les gens le voient, l'entendent, et du coup s'intéressent à ce que vous avez fait, et c'est ainsi que vous mettez en marche ces changements. J'aimerais savoir s'il y a d'autres moyens pour le faire, mais pour moi, je peux vous dire qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler dans le domaine des sciences comportementales. Vous évoquez le soutien que vous avez de votre direction. Est-ce que c'est difficile à obtenir? Comment vous y êtes parvenu? Alors, je dirais que pour nous, ça a été relativement facile parce que nous sommes une entreprise qui travaille à la fois sur l'impact que nous avons sur la société et nous sommes convaincus qu'on peut gagner plus et mieux si tout le monde gagne. Le fameux gagnant-gagnant. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le succès commercial, mais il faut qu'il y ait cette mécanique de gagnant-gagnant. Et lorsque la direction d'une entreprise ne soutient pas et qu'il faut sans cesse les convaincre, c'est difficile. Par contre, si vous leur montrez que l'impact est immense, on l'a fait, mais on a pu le montrer dans d'autres domaines. On a pu montrer que les sciences comportementales avaient un impact très important dans différents domaines, comme la santé, par exemple. Donc, clairement, c'était une illustration du fait qu'il ne fallait pas rater le coche. Très bien, on parle des différentes parties prenantes, le consommateur, les entreprises, nos dirigeants. Au final, il faut convaincre tous ces gens-là. Laurence, je vais terminer avec vous. Est-ce que vous avez des exemples concrets sur comment vous mettez ces parties prenantes au cœur de la réflexion et comment vous facilitez le processus? Oui, on parlait de conception, j'en parlais. Si l'on souhaite que les personnes adoptent de nouveaux usages, il faut que ceci soit aussi facile que possible. Vous savez, c'est un défi, c'est un challenge. Donc, vraiment, nous encourageons nos ingénieurs, quel que soit leur domaine, et dans nos centres de recherche, pour co-construire avec les utilisateurs. Alors, cela veut dire quoi? Eh bien, on fait les choses pas à pas, des tout petits pas de bébé. Et on a créé cet espace consommateur en disant, voilà, c'est là que vous allez rencontrer les utilisateurs, que vous allez co-construire. Et nous avons lancé des programmes également pour entrer en connexion avec les utilisateurs rapidement et former nos équipes qui ne sont pas des pros de la consommation et pour pouvoir
communiquer avec les utilisateurs, être formé, observer ces utilisateurs. Donc, c'est cet outil qui retrace le voyage utilisateur. C'est facile, hein, c'est accessible pour tout le monde, les gens dans le marketing. Tout le monde peut utiliser cet outil pour bien comprendre comment fonctionne l'ensemble du système. Toute la chaîne de valeur, hein, que ce soit depuis la maison, dans une boutique. Enfin, l'idée, c'est de comprendre vraiment comment ces produits sont utilisés et de réfléchir à l'expérience dans sa totalité, trouver une solution. Donc, l'observation et le voyage, le parcours client, c'est extrêmement utile et c'est facile de se concentrer sur le client. C'est ça, moi, je pense vraiment qu'il faut pousser cela, encourager cela à travers l'organisation. Très bien. Et si vous deviez donner un conseil à notre public aujourd'hui pour pouvoir encourager à l'utilisation des sciences comportementales, pour encourager l'innovation in fine, ce serait quoi ce conseil? Alors, qui veut répondre? Bon, moi, je peux essayer de répondre rapidement. C'est une bonne question. Je pense que vraiment, il faut que les gens participent dès le début. C'est exactement ce que je vous disais avec l'effet IKEA. Les gens co-construisent, ainsi ils ont beaucoup plus d'enthousiasme. Si vraiment on a un groupe aussi vaste que possible qui travaille dès le début ensemble, c'est vraiment positif. Et puis, il faut également avoir une partie de marketing, de recherche et développement. Il faut qu'il y ait également les ventes, qui vraiment co-construire. Et ainsi, même si ce sont des toutes petites étapes, il faut garder la porte ouverte, vous mettez votre pied dans la porte et vous pouvez développer votre approche de manière plus ou plus solide. Donc, évidemment, tout n'est pas parfait depuis le début, il faut que les gens travaillent et construisent avec vous et là, c'est vraiment comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Merci Alex, merci à tous. Maintenant, nous allons passer à notre séance questions-réponses. Est-ce que dans cette salle ici, il y a des questions à soumettre à nos participants? Ne soyez pas timide. Question pour Judith. C'est la première question. Judith, que pensez-vous de la valeur donnée par le consommateur au packaging durable? Est-ce que vous pensez que c'est réel, c'est tangible? Est-ce que le prix est peut-être un obstacle au succès de ce type de packaging, d'emballage? Ouais, ça c'est compliqué comme question parce que, comme je l'ai déjà expliqué, de manière objective, aujourd'hui, la nature recyclable d'un emballage, l'éco-conception d'un emballage n'est pas un critère véritablement important dans le choix du consommateur. En outre, aujourd'hui, le consommateur considère que c'est quelque chose de normal finalement. Et ce n'est pas quelque chose qui permet de justifier un prix plus élevé. Donc c'est vraiment compliqué. Vous savez, dans la réalité, ce sont des changements qui sont inestimables, bien évidemment. Vous voyez que je vous montre les deux produits à l'écran, shampoing solide, shampoing liquide, ce n'est pas du tout le même processus. C'est un processus industriel tout à fait différent. Mais pour le consommateur aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une raison suffisante pour payer plus. Donc, ce qu'il nous faut véritablement, c'est trouver quelque chose d'autre, un autre biais pour pouvoir promouvoir ce concept d'éco-conception. L'éco-conception seule, ça ne justifie pas un surcroît de prix. Donc, les consommateurs ne veulent pas payer plus. Non, ils considèrent que c'est normal. Peut-être une réaction à cela. Vous avez amené un produit, je vois, un produit éco-conçu. Pour moi, c'est du papier. C'est fait à partir de papier. Oui, je voulais effectivement expliquer le dilemme de la durabilité. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup
de packaging qui est à base de papier parce que c'est plus durable. Mais lorsque vous développez ce type de produit, eh bien, vous comprenez qu'il y a un grand nombre d'obstacles. Et là encore, lorsque vous observez les utilisations de ces produits, eh bien, vous apercevez qu'il y a des points bloquants. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir aider à la conception de ce type de produit et tout en supprimant l'ensemble de ces points bloquants. Pouvoir avoir un produit qui soit effectivement plus bon meilleur pour la planète, mais il y a des problèmes en termes d'hygiène, en termes de transport, d'hygiène, de propreté. Et là, ça fait appel à des leviers psychologiques aussi. Donc, on parlait d'insight et de communauté. Évidemment, ça nous touche tous, mais je pense qu'aujourd'hui, pour ce type de produit tout particulièrement, eh bien, il faut vraiment s'appuyer sur l'expérience du consommateur. Lorsque vous vous concentrez sur l'utilisation qui va être faite de votre produit, que vous envisagez le système dans son ensemble, et que vous voyez de la conception jusqu'à la fin de vie du produit, eh bien, vous pouvez vous attacher à traiter l'ensemble de ces obstacles. C'est difficile aujourd'hui. C'est pas seulement nous, ce sont tous les distributeurs, mais tous ensemble, nous devons travailler avec la concurrence également pour pouvoir prendre des bonnes décisions, des décisions durables, plus faciles d'accès et qui soient vraiment les choix les plus pertinents pour les gens. Ça me rappelle une autre catégorie. Vous savez, l'eau en bouteille ou le plastique est même plus fin que par le passé, ça c'est vrai. Et là, ça crée un certain nombre de problèmes en termes de stockage, d'expédition, parce que le plastique est trop fin. Donc vous voyez, ce n'est pas uniquement une question de faciliter la vie du consommateur, mais il faut que ce soit faisable. C'est une question de faisabilité. Et c'est tous les aspects de la chaîne de valeur qui sont considérés. Absolument. Là encore, on pourrait penser à des multi-usages. Donc, on envisage de nouvelles utilisations. Il faut donc créer le contexte où les consommateurs accepteront de modifier leurs usages et puis il faut les aider à adopter ces nouveaux comportements. Et c'est là que les sciences comportementales nous aident. Alex, une réaction peut-être à cela ? Alors, la réalité, au sens large, par rapport au packaging, aux emballages, c'est que les consommateurs et les gens, donc tout le monde en fait, voient les choses de manière très compliquée parce qu'il y a beaucoup de façons différentes pour un emballage d'être amélioré ou d'être bon ou mauvais, entre guillemets. Il y a des matériaux recyclés et des matières recyclables, des plastiques recyclés après par le consommateur, mais c'est de l'aluminium. Donc c'est difficile de faire les bons arbitrages et de choisir l'option la plus durable. Parfois c'est plus ou moins évident quand on parle de produits en papier, donc on comprend bien le bénéfice attaché à cela, mais il y a beaucoup de choses différentes qui se mélangent et c'est donc difficile pour les gens de bien comprendre comment ils vont faire la différence. Et puis il y a la réalité du monde. Même lorsque les choses sont recyclables, elles ne sont pas forcément recyclées. Et donc, le papier, ça peut être la meilleure option, mais en fait, dans le vrai monde, dans le monde réel, ce n'est pas forcément le cas. Il faut voir quels sont les comportements qui vont être adoptés après l'achat. Donc, encore une fois, c'est un sujet très sensible, très compliqué. Et évidemment, les sciences comportementales, ça peut être un élément qui va permettre de débloquer les choses et d'avoir un impact bénéfique. Une question peut-être pour Alex, mais en fait pour tout le monde. Je pensais à une intervention qu'on a eue un petit peu plus tôt. On parlait de trouver les éléments déclencheurs, mais psychologiques pour votre produit. Et dans le contexte de produits
éco-durable. Par rapport aux recherches que vous menez, Alex, dans quelle mesure vous pouvez construire ce type de service, de produits, et mais pensez que, en fait, les gens sont vraiment motivés pour acheter des produits durables. Donc, finalement, inutile de trouver différents trucs ou de faciliter les choses. Ce qu'il faut, c'est simplement vendre des produits durables. C'est ça le plus important. Ou alors, au contraire, en se disant, ben non, ça suffit pas. Finalement, il faut faciliter les choses, avoir des prix plus accessibles. Comment est-ce que vous trouvez le juste équilibre entre ces deux hypothèses? Vous savez, je travaille dans le domaine de la déontologie et parfois, il faut justifier le travail parce que c'est bon pour le business et parfois, on nous dit, ben non, pas besoin de justifier. Donc, quel est votre degré de justification là par rapport à votre produit? Vous dites c'est éco-friendly et c'est bon? Et c'est pourquoi il faut l'acheter? Parce que c'est bon pour la planète? Et c'est logique, hein, c'est une bonne question. Je vais essayer de répondre. Je pense qu'il y a différentes catégories de personnes, une partie de la population qui sont très actives et qui s'attachent à ce concept de développement durable. Et juste d'en dire que le produit durable, ça suffit pour pouvoir déclencher ce type d'usage. Mais pour la majorité des gens, on comprend bien qu'il y a beaucoup de complexité. Tous, on voit qu'il y a une hausse du coût de la vie et donc les gens doivent vraiment prendre des décisions conscientes. Dans quoi vont-ils investir? Pourquoi vont-ils dépenser de l'argent? Donc, la durabilité, ça entre en concurrence avec d'autres choses. Donc, il y a des produits effectivement durables qui sont bénéfiques, c'est très bien, mais le bénéfice premier de ce projet doit être également pertinent pour le consommateur. Donc, il faut trouver le bon équilibre et que tout le monde soit gagnant, répondre aux attentes, mais sans coût supplémentaire et avec un bénéfice pour le monde qui nous entoure. C'est à cela qu'il faut tendre dans la mesure du possible. Et c'est tout à fait faisable. Il y a même des cas où un produit peut être un peu plus cher, mais parce que vous l'utilisez, eh bien, vous pouvez économiser de l'eau ou de l'énergie. Je pense, il y a beaucoup d'applications, la lessive par exemple. Et vraiment, c'est plus cher, mais vous pouvez in fine faire des économies. Et je pense néanmoins qu'aujourd'hui, il y a un manque de motivation par cette notion de durabilité et de produits durables. C'est une pièce du puzzle, mais ce n'est pas suffisant. Oui, dans notre domaine, 20% des personnes vont acheter effectivement le produit pour cette raison particulière. Pour d'autres personnes, le prix, c'est essentiel. Donc, c'est un produit qu'ils auraient acheté si celui-ci était plus abordable. Et le côté pratique aussi, c'est absolument essentiel. Il faut vraiment changer les habitudes, notamment dans notre industrie, food and beverage. Et puis, pour revenir à la question précédente sur le prix, eh bien, lorsque vous permettez un refill d'un produit avec un emballage éco, eh bien, vous permettez au consommateur d'adopter un geste différent. C'est pas aussi simple que par le passé, finalement. Et le consommateur ne va pas forcément être d'accord de payer plus parce que pour lui ou pour elle, ce n'est pas aussi simple qu'avant de faire une recharge. Autre exemple, lorsque vous travaillez vraiment beaucoup pour avoir un plastique affiné, pour qu'il soit plus léger, pour que le produit soit mieux conçu et durable, eh bien, il existe une limite entre quelque chose de plus fin et un produit moins cher. Eh bien, cette frontière, elle est mince. Parce que si vous proposez un produit qui va apparaître moins cher et de mauvaise qualité, est-ce que vous allez vraiment pouvoir facturer plus pour un produit qui ne donne pas la bonne impression? Merci. Et nous allons conclure sur cette conclusion. Nous n'avons malheureusement plus de temps pour d'autres questions. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions, et nous vous repassons la parole.